Zulf Lawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce numéro, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Farid Alilat. Bonsoir Farid. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci Farid est responsable du site Dernières Nouvelles d'Algérie. C'est un journaliste depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Il est aussi co-auteur d'un livre qui s'appelle « Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts ». C'est un livre sur les événements tragiques du Printemps noir en Kabylie. Farid, on va commencer un peu à décortiquer l'actualité. On va commencer par ce qui se passe en Syrie. Donc, ça fait une année depuis que le sang coule dans ce pays. Et il se trouve que ton site donne une information un peu qui est anachronique par rapport à tout ce sang versé, n'est-ce pas? Oui, bonsoir. Juste une petite c'est pas une précision, ça fait exactement 20 ans. Aujourd'hui, exactement 20 ans. Tant mieux, on fête l'anniversaire alors. Voilà, j'ai commencé le journalisme le 15 mars 1991. C'est génial, je ne le savais pas. Ça tombe bien. Ouais. Oui, pour la série, oui, on a mis en ligne un papier publié par notre partenaire Rue 89 sur les achats du couple El-Assad. Présidentiel. Voilà. Bachar et son épouse Asma, et ce sont des révélations qui ont été faites par le Guardian, le quotidien britannique, qui a pu obtenir les emails échangés par le couple avec des amis, dans lequel on apprend que pendant que Bachar massacrait son peuple, pendant qu'il fait régner la terreur en Syrie avec 8000 morts, peut-être plus, on dit qu'il y a plus de 8000 morts, effectivement. Lui et sa femme s'occupaient, étaient beaucoup plus intéressés par les achats. Par exemple, sa femme était beaucoup plus très intéressée par les colliers, des colliers en diamant qu'elle commande ici à Paris, ou par des vases qu'elle a commandés chez Harrods, et des mails dans lesquels plutôt Bachar parle, je m'excuse du terme, mais c'est le terme qu'il a utilisé, c'est des lois de merde. Voilà. Donc, il semble un peu protégé par les réactions russes et chinoises, n'est-ce pas? Je pense que pour le moment, c'est deux seules protections. Ce sont la Russie et la Chine. L'Iran aussi. Et la Chine, c'est la Russie et la Chine qui bloquent aujourd'hui au niveau de l'ONU une résolution contre la Syrie. Chaque fois qu'il y a une résolution pour condamner la Syrie ou pour engager des initiatives afin justement d'arrêter les massacres, il y a la Russie et la Chine qui bloquent. Bon, c'est des alliés stratégiques. On a un peu l'impression de revenir dans une certaine guerre froide quand même, vu la réaction surtout de Poutine. On a l'impression qu'il est en train de lutter contre l'Occident à travers la Syrie, n'est-ce pas? Il aurait pu faire la même chose avec la Libye, la Chine et l'URSS auraient pu faire la même chose avec la Libye, sauf que contre la résolution qui a été votée l'année dernière contre la Libye, la Russie et la Chine se sont abstenues. Tout à fait. Et cette fois-ci, la Chine et la Russie bloquent, elles refusent. C'est un niet. Voilà. Oui, on peut dire que c'est le retour de la guerre froide, parce que pendant quelques années, pendant la décennie 90, l'URSS, parce qu'elle était disloquée, l'URSS était moins puissante qu'elle ne l'était pendant la guerre froide, mais aujourd'hui, avec Poutine, avec le pétrole qui a permis à la Russie de se refaire une santé financière, on peut dire qu'on est dans une espèce de guerre froide entre blocs. On peut dire que le statu quo va continuer dans ce pays. On peut dire que ce n'est pas demain que le sang va s'arrêter de couler. Malheureusement, tant que Bachar el-Assad bénéficie de la protection des Russes et des Chinois, et à un degré moins peut-être de l'Iran,
je pense que le massacre va continuer. Il continue encore. Aujourd'hui, il continue au jour le jour. Voilà. En fait, Bachar el-Assad ne perpétue pas moins l'héritage de son père. Son père, Hafez, qui a instauré une dictature implacable, il a fait presque la même chose que son fils. En 82, il avait massacré toute une ville. Toute une ville, oui, Hama, où il y avait 20 à 30 000 personnes qui ont été massacrées. Et il n'y a pas eu, pour l'histoire, de réaction internationale contre à l'époque, ce massacre. Oui, à l'époque, oui. À l'époque, qui pouvait oser, s'opposer aux dictatures dans les années 80, qui pouvaient s'opposer aux dictatures dans le monde arabe ou en Afrique. Les occidentaux trouvaient un peu leur compte aussi, Farid, non? C'est-à-dire qu'ils faisaient des affaires avec le régime de Hafez al-Assad, non? Je ne pense pas qu'on faisait des affaires avec Bachar, avec le régime. Le père, parce que, contrairement aux autres monarchies du Golfe où il y a le pétrole, en Syrie, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas de... C'est un pays assez touristique, quand voilà. même. Bon, oui, mais... un pays géostratégiquement bien situé aussi. Oui, mais c'est vrai que la Syrie n'est pas la Libye. En termes de géostratégie, la Syrie n'est pas la Libye. La Syrie, il y a à côté l'Iran, il y a à côté Israël, à côté Israël, la Palestine, le Liban. C'est un pays très complexe. Et ce qui rend beaucoup plus complexe. Certains analystes justement occidentaux disent qu'on ne veut pas justement de la chute du régime d'Assad pour la protection d'Israël. Est-ce que c'est une lecture qui est valable? On estime que ce régime est le garant, on va dire, de la stabilité pour l'État d'Israël. Je ne sais pas, je ne pense pas que le régime de Bachar al-Assad soit un garant de la stabilité d'Israël. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'inéluctable, c'est le processus. C'est que ces dictatures qui sont instaurées au Moyen-Orient depuis de longues années. Et en Afrique, elles sont condamnées à disparaître. Ce fut le cas avec Moubarak tout à fait, en Égypte, ce fut le cas avec Kadhafi en Libye, ce fut le cas avec Ben Ali en Tunisie. Ce sont des dictatures qui se sont imposées pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certaines, et qui ont fini par disparaître parce que cela va à l'encontre du cours de l'histoire, parce qu'il y a des peuples qui veulent la démocratie. Et ce n'est pas le cas en Algérie, Farid. Et ce n'est pas le cas en Algérie. Sauf qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas comparer ce qui se passait en Égypte avec Moubarak, en Libye avec Kadhafi, en Tunisie avec Ben Ali, avec l'Algérie. L'Algérie n'est pas une dictature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'Algérie est une dictature à l'image de la Tunisie. Il n'y a jamais eu d'alternance en Algérie depuis l'indépendance. Oui. Ça fait 50 ans. Oui. De 62... Peut-être que la dictature présente une façade démocratique, surtout ces dernières années. De 62 jusqu'à 89, il y avait une dictature en Algérie. C'est-à-dire la dictature de la pensée unique et du parti unique. D'accord. Où les élections étaient truquées, où les présidents sont arrivés au pouvoir grâce à des coups d'État. Ce fut le cas avec Ben Bella qui est arrivé au pouvoir avec, sur les chars de l'armée, avec Boumedienne qui est arrivé au pouvoir Tout à fait. Ils ont éliminé le gouvernement provisoire de la République algérienne, effectivement. Sauf que depuis 1989, il y a eu une ouverture démocratique en Algérie, il y a une presse libre, il y a des partis politiques. Il y a eu une ouverture, on le rappelle aussi, après les tragiques événements d'octobre 88. Il y a eu officiellement près de 500 morts. Voilà. Donc, après les émeutes d'octobre, il y a eu une ouverture démocratique. Il y a un multipartisme qui a été installé, il y a une presse libre, il y a des partis politiques qui activent. Donc, on ne peut pas comparer ce qui se passe. Tout à fait. Voilà. Sauf que ce n'est pas un régime démocratique. L'Algérie n'est pas un régime démocratique. Donc, l'Algérie n'est ni une démocratie, ni une dictature. Voilà. C'est ce que certains appellent l'exception algérienne. C'est probablement vrai alors. Et l'Algérie justement s'apprête à organiser des élections législatives. Est-ce que ces élections, ça sera au mois de mai, est-ce qu'elles seront correctes? C'est la bonne question.
Parce que depuis 91, les premières 90 pardon, les premières élections locales, le 12 juin 1990, il y a eu les communales remportées effectivement par le FIS. Toutes les élections, plus ou moins toutes les élections, soit législatives locales ou présidentielles ou les référendums, ont été entachés par la fraude. Tout à fait. Et c'est encore davantage depuis l'arrivée au pouvoir du président Bouteflika, c'est-à-dire depuis 1999, toutes les élections ont été truquées, c'est-à-dire son élection elle-même n'est pas correcte. Voilà. Donc, et puis les référendums. Enfin, sa triple élection, voilà, en vérité. Donc les référendums qu'il a engagés sur la concorde nationale, puis les élections locales législatives 2002, de 2007, le référendum sur la Constitution de 2008, son élection en 2004, puis son élection pour un troisième mandat en 2009. Donc toutes les élections ont été entachées par la fraude. Donc a priori, on ne voit pas de raison pourquoi ça changerait. Sauf que aujourd'hui, le gouvernement algérien ou les autorités algériennes ne peuvent plus tricher comme avant, parce qu'il y a eu les révolutions. Parce qu'il y a eu ce qui s'est passé dans les pays voisins. Voilà. Donc on ne peut pas, ils ne peuvent plus tricher comme avant. D'autant plus le président algérien s'est engagé à garantir des élections transparentes, honnêtes. Il s'est engagé. Bon, entre l'engagement et ce qui va se passer, il y a un fossé. Sauf que aujourd'hui, il y a l'engagement solennel, il y a le fait que les Occidentaux ou, si vous voulez, l'opinion internationale va scruter un peu plus davantage il y aura le regard du monde sur ces élections. Et puis il y aura les observateurs internationaux. Bon, 500 observateurs qui vont venir 4 jours avant les élections, ça ne changera pas grand-chose. Donc je pense que ça sera difficile de frauder. Oui, mais est-ce que justement, même s'il n'y a pas de fraude, ces élections peuvent être correctes dans la mesure où déjà les médias sont acquis aux thèses du pouvoir, les médias, je parle des médias lourds, ne sont pas ouverts, les agréments ne sont donnés, les agréments de partis politiques, on a donné des agréments de partis politiques, le site DNA, on a parlé à des partis politiques alors que depuis une dizaine d'années, on a donné d'agréments à personne, mais on a donné en général des agréments à des gens connus pour leur proximité du pouvoir. Bon, il y a une information qui a été donnée par le Premier ministre lui-même, que nous avions reprise sur le site. Le Premier ministre dit que d'ici les élections locales de 2012, en automne, il y aura environ 100 partis qui seront agréés ou qui vont participer aux élections. C'est un record absolu. Avant, tout à fait. Même après l'ouverture d'octobre 88, on n'a pas eu 100 partis, me semble-t-il. On a eu il me semble qu'il y a une soixantaine. Voilà. Soixantaine. Sur les soixantaines, beaucoup ont disparu, d'autres sont revenus au devant de la scène maintenant avec d'autres appellations. De toutes les façons, cette élection législative, elle est calée dans le calendrier. Donc, de toutes les façons, le mandat de l'actuelle Assemblée va s'expirer au mois de mai. Donc c'est un calendrier tout à fait normal. Tout à fait. Ce n'est pas une élection anticipée, effectivement. Je pense que ce qui est important, c'est l'enjeu crucial de cette élection, c'est le taux de participation. Ce n'est pas ce ne sont pas les résultats. Ce n'est pas non, je veux dire, c'est pas l'échéance elle-même qui est importante. Tout à fait. C'est la participation qui. C'est le taux de l'abstention. Il ne faut pas qu'il y ait une abstention importante. Et je pense que, à mon avis, ce scrutin est beaucoup plus important que celui de 2007 ou de 2002. Pourquoi? Parce que il engage, d'abord, il engage la crédibilité et l'image du président. À mon sens, ce scrutin va être un référendum. Ce n'est pas une élection législative,
Un référendum par rapport à la correction de l'élection, de la participation? Ce scrutin va avoir les allures d'un référendum. Pourquoi? Parce que depuis une année, le chef de l'État s'est engagé sur un processus de réforme. C'est-à-dire que pour éviter le scénario de Ben Ali, de Moubarak et de Kadhafi, pour éviter que le régime tombe, comme ce fut le cas en Tunis, à Tripoli et au Caire, le président s'est relancé, s'est donné de l'air, s'est relancé avec des réformes politiques. Des réformes politiques, c'est-à-dire que réformer l'audiovisuel, la réforme des partis politiques et la réforme de la loi sur les associations. Mais est-ce qu'on voit le résultat de ces réformes aujourd'hui, concrètement sur le terrain? Alors, le seul résultat qu'on voit, ce sont les partis qui sont agréés à la chaîne. Peut-être pas à la chaîne, parce que c'est des partis, les animateurs de ces partis ont été dans d'autres partis et ils sont connus pour leur proximité avec le pouvoir lui-même. Oui, sauf que ils n'avaient pas de. Ils n'avaient pas d'agrément, effectivement. Oui. Depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, en 1999, pratiquement aucun parti n'a été agréé, sauf un seul. Lequel? Celui de Moussa Touati. Ah, qui a été agréé le FLA, qui a été agréé en 1999. Mis à part ce parti, me semble-t-il, c'est le seul. Il n'y en a pas eu beaucoup, en tout cas, oui. Alors que des responsables politiques ont déposé des agréments, mais on ne leur a jamais donné le quitus, on ne les a jamais autorisés à activer. Je cite le cas du parti de l'ancien Premier ministre, l'ancien chef du gouvernement, Sid Ahmed Ghazali. Donc pendant Talab Ibrahimi aussi. Voilà, Talab Ibrahimi. Et celui même de Mohamed Saïd qui vient d'avoir son agrément. Tout à fait. Donc depuis 1999, ils ont fermé le paysage politique. Aucune autorisation. Et subitement, depuis février 2012, date de la promulgation de la loi sur les partis politiques, on délivre à la chaîne. Je crois qu'il y a eu 24 partis politiques qui ont été agréés en un mois. Et donc le Premier ministre dit que d'ici l'automne prochain, il y aura 100 nouveaux partis politiques. Donc la grande nouveauté, c'est les agréments. Est-ce qu'il n'y a pas un désir de discréditer le politique lui-même en délivrant justement... Non, je ne pense pas qu'il est... Peut-être, mais l'objectif des autorités de Bouteflika, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent concourir à cette élection. L'enjeu de cette élection, c'est la participation. Et d'ailleurs, lui-même le dit. Le président Bouteflika dit que il assimile, ce qui est proprement scandaleux, il assimile cette élection au 1er novembre 1954, c'est-à-dire le jour de l'insurrection qui a permis à l'Algérie d'avoir son indépendance. C'est vraiment une comparaison qu'il n'y a pas lieu d'être. Voilà, c'est-à-dire qu'en 1954, les Algériens se sont soulevés pour libérer le pays, pour acquérir l'indépendance. Et le 10 mai 2012, il y a des 492 députés qui vont concourir pour une place. Et une course dont la seule valeur, c'est l'argent. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est un référendum, parce que Bouteflika engage sa crédibilité. Et contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas la crédibilité et l'image de l'Algérie, c'est son image et sa crédibilité personnelle. Il a engagé un processus politique, des réformes politiques, et ces réformes vont être validées ou refusées par les électeurs. Et dans le cas où il y a un boycott massif? Alors, justement, c'est là où donc il engage sa crédibilité. Il engage son image. Si cela réussit, si les électeurs vont aller aux urnes, je ne sais pas combien, on ne peut pas spéculer. S'il y a un fort taux de participation ou un taux de participation appréciable, le président pourra dire, vous voyez, j'ai engagé des réformes politiques
Je me suis engagé vis-à-vis des Algériens et vis-à-vis des partenaires étrangers à faire des réformes politiques et les Algériens ont accepté, ont validé mes réformes. C'est là l'enjeu. Mais si jamais les Algériens ne vont pas aller aux urnes, si jamais il y a un très fort taux d'abstention, comme on le dit, mais le pouvoir cela pourra toujours dire, Farid, qu'il y a toujours eu un très fort taux de participation, même si dans la réalité c'est le contraire. Oui, mais ça a été le cas dans les précédentes législatives, ça a été le cas dans son référendum réel sur la concorde civile en 2005. Sauf que il y a une donnée très importante. C'est que en 2002 et en 2007, pour les élections législatives, le président ne s'est jamais engagé. Tout à fait. Jamais engagé. Le président ne s'est jamais engagé. Il n'a jamais mené campagne, il ne s'est jamais engagé. Entre 2002 et 2007, il a tout fait pour discréditer l'Assemblée. Si bien qu'il légiférait par ordonnance, passant au-dessus de la... Si bien que il avait interdit ou il avait mis en garde ses premiers ministres d'aller devant l'Assemblée pour présenter le programme de politique générale. Il a tout fait pour discréditer l'Assemblée. Non seulement il a tout fait, mais il a tout fait pour renier des pouvoirs de l'Assemblée pour la Constitution de 2008. Elle a accentué, elle a renforcé le pouvoir du président. Pour rappel, le président avait changé la Constitution pour se représenter la troisième fois. Oui, pour se représenter. Alors que l'ancienne Constitution ne le lui permettait pas. Oui, mais de par cette Constitution, le président fait du Premier ministre, fait du chef du gouvernement, un simple factotum qui est là pour coordonner la politique du chef de l'État. De l'exécutif. Voilà. Donc, pour revenir encore une fois à ce que je disais, dans le cas où les Algériens s'abstiennent d'aller aux urnes, cela veut dire que le processus engagé par Bouteflika n'a pas été validé par les Algériens. Ça veut dire qu'ils rejettent les Algériens, se désintéressent de la démarche présidentielle. De la démarche, ça serait un véritable camouflet. C'est-à-dire que tout le processus, toute l'architecture qui a été mise depuis avril 2011, date à laquelle il a fait son discours, toute l'architecture, tout l'argumentaire qui a été mis en place, il va. Mais il ne faut pas oublier aussi que le président a instauré une commission de consultation. On connaît ce système, il y a toujours eu des commissions. Oui, et donc, à tous les niveaux d'ailleurs. Oui, donc, contrairement au scrutin précédent, le président mène campagne. Il s'implique personnellement. Il s'implique personnellement. Non seulement il s'implique, mais voyez-vous, il dit, il joue sur le chantage et la peur. Il dit aux Algériens que si vous n'allez pas voter, ça sera l'ouverture vers l'inconnu. Ça sera la menace extérieure. La menace extérieure. Je ne vois pas en quoi un scrutin législatif pourrait menacer la sécurité de l'Algérie ou pourrait porter ombrage à l'image ou à la crédibilité de l'Algérie. De toute façon, la crédibilité de l'Algérie, son image officielle, n'attendra pas. Tout le monde la connaît. N'attendra pas ce scrutin pour être dégradé. Exact. Donc, en cas d'une forte abstention, donc la position du président sera fragilisée. Il resterait, si jamais demain il y a un très fort taux d'abstention, nous aurons un président extrêmement fragile, décrédibilisé, parce que les Algériens lui ont pas donné le quitus. Il restera ensuite 2 années à faire avant l'élection présidentielle. Quelle pourrait être la crédibilité du président auquel les Algériens ont dit non, nous ne validons pas tes élections. Il y a ça. Il y reste ensuite 2 années, je vous dis, 2 années avant l'élection présidentielle.
le chef de l'État sortirait amoindri de ces législatives qui n'auraient pas crédibilisé sa démarche politique. Voilà. Et quelle pourrait être sa marge de manœuvre demain pour négocier sa succession? Et il est déjà question de sa succession, semble-t-il, déjà maintenant. Oui, je pense que le peu de choses que je connais de Bouteflika, c'est quelqu'un qui va organiser sa succession. En a-t-il les moyens? Ça, c'est la grande question. Ça, on le saura un peu plus après l'élection législative du mois de mai prochain. Du mois de mai prochain. Si Bouteflika sort fragilisé de cette élection, lui, son clan, ceux qui le soutiennent, son clan seront affaiblis. Affaiblis. Quelle pourrait être la marge de manœuvre pour négocier sa succession, son départ? Voilà. Je pense que ils seraient donc dans une position de faiblesse pour imposer leurs protégés. Du moins, il ne serait pas dans une position aussi forte qu'il l'est aujourd'hui. D'accord, on fait juste une petite pause et on revient au débat. D'accord. On reprend donc notre débat en rapport aux élections législatives du mois de mai prochain en Algérie. Donc Farid, tu disais donc que c'est un test capital pour le président algérien. Oui, je pense que c'est un scrutin qui aura une valeur référendaire, dans le sens où, comme je l'ai dit, ça sera, on donnera le quitus ou non aux réformes engagées par le président de la République depuis une année. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que seront les résultats de ce scrutin, en supposant qu'il soit relativement correct? Mais personne n'est en mesure de vous dire aujourd'hui, sérieusement, personne n'est en mesure de vous dire sérieusement quelle sera la composante de la future Pourquoi Assemblée. on ne peut pas le dire? Parce qu'il n'y a pas de sondage, parce que c'est un pays complexe? D'abord parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 1999, il n'y a jamais eu d'élection libre en Algérie. Toutes les élections ont été truquées. Les élections de 2002, de 2007, les référendums, l'élection de Bouteflika. Donc on ne peut pas savoir quel est exactement le poids de chaque parti politique. Mais cela dit, il y a quelque chose qui peut se dégager. C'est que on aura vraisemblablement une assemblée mosaïque. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une trentaine ou une quarantaine de partis politiques avec peut-être des majorités relatives pour les partis traditionnels, c'est-à-dire le FLN, le MSP, le RND et le FFS qui participent. Mais je pense que la grande crainte des autorités et une partie des Algériens, c'est que c'est l'électorat islamiste. On ne peut pas le quantifier, ce électorat islamiste. Mais il est fort probable, et d'ailleurs c'est l'ancien chef du gouvernement qui le dit, Belkhadem, oui. Il accrédite les islamistes de 35 à 40%, de 30 à 40% de sièges. C'est un peu excessif quand même, 40%. C'est énorme. Le fils lui-même, en décembre 1991, dans un scrutin proportionnel, aurait eu 24,7% des voix. Sur 16 millions de votants, en décembre 1991, le fils n'avait eu les voix que de 3 millions de personnes. Je vous le dis, on ne peut pas aujourd'hui quantifier cet électorat islamiste. Mais il existe, cet électorat. Et je pense que, contrairement aux autres électorats, c'est le plus discipliné. Les islamistes peuvent compter sur un électorat qui est très discipliné. Mais il y a plusieurs partis islamistes qui participent aussi. Oui. Il y a des divergences au sein de ces partis. Ils oui, ne sont mais pas dans une coalition c'est aussi. possible, mais je pense qu'ils peuvent s'entendre sur un minimum. D'accord. Ils peuvent faire des listes communes? Il y a, je crois, trois partis qui ont déjà fait une alliance. D'accord. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a
une dizaine de partis islamistes ou assimilés qui vont participer aux élections. Contrairement aux autres partis politiques ou aux autres électorats, je vous le dis, c'est un électorat qui est très discipliné. Et depuis une quinzaine d'années, un peu plus particulièrement depuis l'avènement du président Bouteflika, les islamistes, les partis islamistes ont beaucoup travaillé. Non seulement ils ont beaucoup travaillé sur le terrain, mais en même temps, que des partis islamistes comme Hamas puissent avoir des ministres dans le gouvernement les a énormément aidés. Il faudrait savoir que les ministres Hamas détiennent des postes, des ministres clés. Ce ne sont pas des ministres de souveraineté, c'est sûr. Mais le ministère du Commerce, le ministère de la Pêche, le ministère des Travaux publics, le ministère des PME, c'est des ministères importants, tout à fait. C'est des ministères qui ont été gérés, qui sont actuellement gérés par des partis islamistes. Et depuis une dizaine d'années, depuis 15 ans, les islamistes ont pu créer tout un réseau d'hommes d'affaires, un réseau d'entreprises qui ont de l'argent, qui ont beaucoup de poids. On ne le voit pas, mais il est à l'intérieur de la société. Et ça, c'est très important pour les élections. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il ne faut pas oublier que depuis 1999, le meilleur allié des islamistes, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État ou bien c'est tous les dirigeants? Non, le chef de l'État a... Ou bien c'est l'État lui-même aussi. Quand la télévision algérienne présente, par exemple, le Adhan, l'appel à la prière à Alger, alors que l'Algérie est un pays immense, c'est complètement ridicule. Ça, c'est antérieur à Bouteflika. Bouteflika l'a repris. Là, oui. Qui, depuis que Bouteflika est au pouvoir, qui a favorisé la fermeture des bars et des débits de boissons? C'est lui. Qui a fait la chasse au couple? C'est sous son règne. Ça aussi, ça existait bien avant. Oui, mais un peu plus sous son règne. Mais il ne faut pas oublier une chose. Bouteflika a nommé pendant 2 ans à la tête du gouvernement un crypto-islamiste, Belkhadem. Belkhadem a dit, texto, je le cite en substance, la seule loi qui vaille en Algérie, c'est le Coran. Donc, Belkhadem a été Premier ministre de 2006 à 2008. Donc, lui a reçu dans son bureau des dirigeants islamistes, notamment Kébir Madani Mzarag, le chef de l'organisation AIS. De l'AIS. Je rappelle que l'AIS, organisation terroriste qui a été dissoute en 1999, si je ne me trompe pas, 2000, je crois, a mené campagne pour, pour la réélection du chef de l'État. Je rappelle aussi, c'est peut-être anecdotique, mais c'est très symbolique. Bouteflika est le seul président nord-africain qui s'est recueilli sur le mausolée de Khomeini. Je rappelle aussi que c'est lui qui est en train de mener le grand chantier de la grande mosquée d'Alger. La grande mosquée. Donc, si vous voulez, si vous additionnez tous ces faits, moi je parle de faits, hein, je ne critique pas pour critiquer. Est-ce qu'on peut dire que Bouteflika est un président islamiste alors? Non, on ne peut pas dire que Bouteflika est un président islamiste. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas comment il peut qualifier. C'est extrêmement difficile de qualifier ce président. Il est démocrate quand il veut, il est islamiste. Il est un peu à l'image du système algérien quand même. Pour se maintenir, il peut développer des thèses et leur contraire. Oh ben c'est ce qu'il a fait depuis n'oubliez pas, en 1999, il a dit moi je serai le président qui va briser tous les tabous, je serai le président qui va ramener les investisseurs en Algérie, je serai le président qui va installer la démocratie, qui va concilier la mini-jupe de Khalid Atoumi et le camis de Abbassi Madani. Je vais libérer les médias, je vais redonner la place de l'Algérie dans le concert des nations, etc. Bon, on sait Est-ce qu'il y a eu des réalisations positives de son passage à la tête de l'État?
Je pense que c'est difficile de faire aujourd'hui le bilan. On le fera Oui, après son départ. Oui, je pense qu'il est extrêmement difficile de faire aujourd'hui le bilan. C'est encore tôt pour faire le bilan de Boutef. Et ce serait pas honnête de faire le bilan en 2-3 phrases, en 2-3 minutes. Tout à fait. Mais pour revenir aux islamistes, donc si vous additionnez tout ça, et si on prend en compte le fait que dans les pays qui ont connu des révolutions, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, où des islamistes ont gagné, sont sortis vainqueurs des législatives, je pense que l'Algérie ne pourra pas échapper. Est-ce que l'Algérie n'a pas une autre histoire? Est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, que les islamistes algériens n'ont plus cette virginité que les autres islamistes en Tunisie, en Égypte, au Maroc ont? Les Algériens ont quand même vu le visage de l'islamisme pur et dur. Encore une fois, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé, ce qui se passe en Algérie avec on peut faire comme ça des petites similitudes, mais on ne peut pas comparer ce qui se passe. Mais l'enjeu, encore une fois, de ces élections, je vous le dis, ce n'est pas la composante elle-même du futur Parlement. Du futur Parlement. Moi, je pense que les islamistes ne pourront pas, vu la conjoncture, vu l'histoire, vu le taux de participation, je pense qu'on n'arrivera pas à une majorité islamiste, comme ce fut le cas en Tunisie ou en Maroc. Mais quoique, on ne peut pas prédire l'avenir. Mais quelle que soit la composante de cette future assemblée, elle n'aura pas de pouvoir. Elle n'aura pas de pouvoir dans le sens où les pouvoirs de l'Assemblée ont été vidés de leur substance. De leur substance. D'abord par Bouteflika lui-même, qui a toujours dit que moi je suis favorable à un pouvoir présidentiel renforcé. Et depuis 1999, il a tout fait pour dévaloriser l'Assemblée. Et puis, de par la nouvelle Constitution, le gouvernement ne sera pas issu. Le gouvernement ne sera pas issu de la majorité. Même s'il y a majorité. Même s'il y a majorité. De toutes les façons, le Premier ministre, qui n'est plus chef du gouvernement, qui est ministre, c'est un factotum, c'est un coordinateur. Donc, au-delà de l'approche référendaire de cette élection, c'est une élection qui n'a pas d'enjeu. Le seul enjeu, c'est la participation. Uniquement la participation. Est-ce que Saïd Saadi et le RCD qui ne participent pas sont un peu dans cette optique de faire échouer le référendum, entre guillemets? Je ne sais pas s'ils sont dans l'optique de faire échouer le référendum ou non. Je ne sais pas s'ils vont faire campagne contre. Mais bon, la décision du RCD, c'est de ne pas participer aux élections, c'est de boycotter les élections en disant que bon, de toute façon, ça ne servait à rien du tout. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, cette assemblée sera d'une très courte durée. Bon, je ne sais pas. Oui, ça c'est par rapport à la prétendue élection présidentielle anticipée. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans le départ de Saïd Saadi de la présidence du RCD? Je ne connais pas. Nous, à DNA, on est en train d'enquêter pour savoir pourquoi il a pris cette décision. Quelles sont les véritables raisons? Voilà. Jusqu'à présent, on n'a pas expliqué. Lui-même s'est expliqué pendant... Il a fait un long discours. Il a fait un bilan, mais nous, on est en train d'enquêter pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas se présenter, il a décidé de quitter la truc, avec des faits. Parce que ça, si vous voulez, c'est ce qu'on n'a pas encore expliqué aux gens, avec des informations. Il faudrait savoir, avec des discuter éléments. avec lui, avec des éléments pour réunir, pour expliquer, voilà, le processus à travers lequel Saïd Saadi est amené à ne pas briguer un nouveau mandat. Mais je pense que symboliquement, elle est très forte. Très forte dans le sens où il a fait... Ça n'arrive pas souvent en Algérie. Voilà. Donc, il passe le relais à une nouvelle génération et il faudrait que beaucoup d'autres dirigeants algériens s'en inspirent.
Et la participation du FFS à cette élection, le FFS qui a souvent boycotté des rendez-vous électoraux de ce genre, quelle lecture on peut en faire? Là encore, je parle de journalistes, là encore, il faudrait enquêter pour savoir, quelles sont les raisons pour lesquelles, les vraies raisons pour lesquelles le FFS participe, encore que les responsables, et M. Aït Ahmed, l'ont expliqué dans leurs déclarations et dans la lettre qu'il a envoyée aux militants. Mais le FFS dit que c'est une décision tactique. Dans quelle mesure? Dans la mesure peut-être d'être présent un peu dans l'APN, dans la future échéance présidentielle? C'est ce qui est expliqué, c'est ce que M. Aït Ahmed a dit. Il a dit que c'est une décision tactique, c'est-à-dire que ce n'est pas tant l'élection elle-même qui est importante. Voilà, ce n'est pas tant le mandat, si vous voulez, la mandature de 5 ans qui est importante, c'est le fait d'être présent dans l'Assemblée, de porter la voix du FFS dans les institutions, ce qui n'a pas été le cas depuis. Est-ce qu'on peut imaginer en Algérie une candidature unique de l'opposition dans l'approche donc de cette présidentielle? Est-ce qu'on pourrait voir en Algérie un candidat unique de l'opposition, peut-être même de l'opposition démocratique? C'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que c'est encore trop tôt. On ne connaît pas. On connaît pas quand il reste va avoir l'élection. Il reste encore 2 ans. Tout peut changer. Et dans ce pays, tout peut changer. D'autant plus que la situation sociale n'est pas très bonne. Il y a tout le temps des émeutes. Il y a tout le temps des explosions. Il y a un marasme social. L'Algérie n'est pas à l'abri d'une explosion. Je ne dis pas qu'on va connaître le même sort qu'en Tunisie, en Libye, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit, y compris le président du patronat, Reda Hamiani, qui le disait hier, que l'Algérie n'est pas à l'abri d'une explosion. Donc même le président de la République dit si vous n'allez pas voter, il y aura quelque chose vers l'inconnu, l'instabilité. Donc on ne peut pas, c'est extrêmement difficile. Mais est-ce que le pouvoir ne joue pas justement sur cette menace un petit peu pour garder le statu quo de la menace de l'intervention étrangère? Mais il l'a dit, c'est pas qu'il joue, il l'a dit. Tu l'as dit, si vous n'allez pas voter demain aux élections, c'est la porte ouverte vers l'inconnu, c'est la menace d'une intervention étrangère. C'est quand même très, très facile comme argument. Oui, c'est très facile, mais encore une fois, je vous l'ai dit, parce qu'il joue, je ne dirais pas son avenir, puisqu'il lui reste 2 ans, mais encore que 2 ans, c'est énorme pour un chef de l'État. Je pense qu'il joue sa crédibilité, comme je l'ai dit, il joue son image, sa crédibilité. Il joue aussi, je suis convaincu, je n'ai pas d'informations précises, mais je suis sûr qu'il joue aussi la survie de son clan. Et on revient un peu pour dire quelques mots sur dernière nouvelle d'Algérie. Alors, ce site, il date de quand? On l'a lancé exactement le 9 juin 2010, donc moins de 2 ans. Moins de 2 ans, et il y a souvent des articles pertinents, il y a de longs textes, il y a de la photo, c'est diversifié. C'est facile à faire? Très difficile à faire. Pourquoi? C'est très difficile à faire parce que faire du journalisme suppose d'avoir des moyens. C'est-à-dire avoir des moyens financiers pour pouvoir payer les journalistes, pour pouvoir aller chercher de l'info, pour aller enquêter, pour vérifier des informations. Et malheureusement, nous, on n'a pas autant DNA manque de moyens. Manque de moyens. Je n'ai rien à cacher, les lecteurs peuvent le voir. Jusqu'à présent, le seul annonceur qui nous a fait confiance, c'est la compagnie Grazure. Je le remercie pour la confiance. Mis à part Grazure, nous n'avons pas de publicité sur le site. Je pense que... Est-ce que DNA est boycotté par les annonceurs? C'est une éventualité. Je peux vous dire, je peux le dire aux gens, j'ai contacté beaucoup d'annonceurs. Des annonceurs qui font la promotion de leurs produits dans les journaux algériens et dans les sites algériens. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de sites algériens aujourd'hui qui font dans l'information. Voilà. Donc, j'ai contacté beaucoup d'annonceurs. Jusqu'à présent, aucun ne m'a donné une réponse ferme. On me dit,
oui, envoyez-nous votre offre, on va l'étudier, on va vous répondre. J'ai envoyé des offres des opérateurs, à un opérateur téléphonique, Nejma, pour ne pas le nommer. Ça fait 6 mois que j'attends. Aucune réponse. J'attends. Chaque fois que je les relance, on me dit c'est à l'étude, tout ça. Bon. J'ai contacté d'autres annonceurs. Ils me disent envoyez-nous votre offre, on va l'étudier. Bon, j'ai envoyé des offres pour le moment. Je n'ai pas de réponse ferme. On ne me dit pas oui, c'est ferme. On ne me dit pas non, pas non, non c'est plus. ferme. J'ai même posé des questions. Est-ce que vous avez des pressions? Est-ce que vous subissez des pressions pour que vous ne donniez pas la pub? Bon, certains me disent, vous comprenez, on aime beaucoup DNA, vous faites un site formidable, on vous suit, on vous lit tout le temps, mais c'est très difficile, vous savez, je ne vais pas citer les noms, mais on me dit, vous savez, le fisc, les impôts, tu vois. Bon, je comprends. C'est un peu troublant quand même. On serait tenté de dire que pour avoir de la publicité, il faut avoir une certaine proximité avec les décideurs? Dans certains cas, oui. Oui, dans certains cas. C'est-à-dire que même sur Internet, on reprend un peu le schéma de la presse écrite algérienne? Oui, dans certains cas, oui, il faut faire acte d'allégeance, il faut montrer sa disponibilité à faire de l'allégeance. Faire un peu de la propagande. Je ne sais pas si c'est de la propagande. Parfois, ils n'ont même pas besoin que vous le fassiez. Le simple fait que vous alliez les voir pour leur dire non, on est là, on discute avec vous, on est là, cela suffit. C'est le simple fait de faire allégeance, cela suffit. Ils n'ont pas besoin après de vous appeler, vous faire pression sur vous pour le simple fait d'aller dans un bureau d'un responsable ou de dire non, on est là, il n'y a pas de souci, on n'est pas là pour vous déranger, ça suffit. Hein. Ils n'ont pas besoin après de vous appeler pour. Est-ce que le site internet, bien sûr, est-ce que le site internet qui donne donc de l'information, qui peut donner à la minute près l'information, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, est-ce qu'il a des particularités que la presse écrite n'a pas? La particularité, c'est l'instantanéité. La particularité par rapport au papier, c'est que le lecteur a l'information au moment voulu. Elle est continue. C'est-à-dire que nous ne faisons pas du hard news. On n'est pas une agence. Oui. On donne des informations en continu, mais on donne aussi des enquêtes, des reportages. On prend le temps. Des textes très lents. Voilà. Et la particularité de certains articles de DNA, c'est qu'ils sont longs. C'est normal. On n'est pas une agence, on prend le temps d'expliquer. Mais l'information est donnée quand même relativement en temps assez court de son avènement. Oui, on donne de l'information continue. Souvent, on donne des scoops, on donne des informations avant les autres. Mais encore une fois, je dis, on ne fait pas la course. On n'est pas dans les mêmes. Vous n'êtes pas une agence. Voilà. Nous, on n'est pas une agence de presse. On n'est pas dans la course vers le scoop. On n'est pas dans la course vers l'info fraîche et immédiate. On est plus dans c'est un mélange des deux. C'est de l'information en continu. En même temps, c'est un site dans lequel on donne le temps de faire de l'investigation, même si ce n'est pas parfois de l'investigation, mais prendre le temps de recouper les informations et de les mettre en perspective pour que le lecteur puisse comprendre. Tout à fait. Voilà. Est-ce que DNA, par exemple, imagine ou prévoit de faire une édition papier, même épisodique, hebdomadaire, mensuelle, en supposant qu'il va avoir les moyens aussi? Pour le moment, je ne réfléchis pas à ça. Pour le moment, on réfléchit pas. Pour le moment, je ne réfléchis pas à l'idée de faire un papier parce que d'abord, on n'est pas dans cette perspective, on n'a pas les moyens. D'abord, il faudrait avoir les moyens de développer le site avant de réfléchir à des supports papier. Oui, dans une perspective à moyen terme, d'abord, quand on aura les moyens, on fera une édition en arabe et une édition en anglais. Déjà. Peut-être même une édition en langue berbère. Mais pour ça, il faudrait avoir les moyens. Ensuite, après on réfléchira à d'autres perspectives.
Et je disais, l'édition papier, surtout en Europe, il y a une grande, principalement en France, il y a une grande diaspora algérienne, et la diaspora algérienne est l'une des rares diasporas à ne pas avoir de publication. Oui. Peut-être qu'il y a un vide à combler, non? Non, mais pour vous dire, le deuxième pays, qui vient après l'Algérie en termes de visite du site, c'est la France. Ben voilà. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes dans l'information instantanée. Nous sommes dans l'information. Le lecteur ne peut pas attendre le lendemain pour avoir une information, le papier. Ouais. Il l'a sur son écran, sur son ordinateur, il l'a sur son téléphone, mais ça ne veut pas dire que il faut pas. Ça ne veut pas dire que. Envisager ce projet. Pour le moment, on l'envisage pas. On ne l'envisage pas pour le moment, mais je pense que l'information sur Internet, elle n'est pas antinomique de l'information sur le papier. Tout à fait. Je pense que les deux sont complémentaires. Chacun. On arrive à la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot, je ne sais pas, quelque chose qu'on a oublié furtivement là. Non, pas grand-chose. Je dis juste que peut-être c'est lancer un appel aux annonceurs pour dire que notre site est ouvert. Nous faisons aujourd'hui quelque chose comme 280 000 visites par mois. C'est énorme. Une moyenne de 10 000 visites par jour. Ben, ça vaut le coup. Voilà. Ça vaut le coup. Eh ben, j'espère que cet appel sera entendu. Mes amis, je vous dis, portez-vous bien. Au revoir.